Bonjour, bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans le Meetup GreenTech 2021 avec cette nouvelle et dernière table ronde qui va conclure ces 4 journées. Donc cet après-midi, en présence d'Antoine, Cécile, Emmanuel, Marjorie et Laurence qui se présenteront après, nous allons échanger sur la contribution de l'innovation et de la donnée, plus spécifiquement pour la filière de transformation et de valorisation des déchets. Donc, je suis Thomas Cotinet, responsable d'Ecolab au ministère de la Transition écologique, et je propose sans attendre à chacun et chacune des intervenants de se présenter brièvement. Je vais commencer, Thomas, si tu veux bien. Donc, bonjour à tous. Merci, Thomas, pour l'invitation. Antoine Lefebvre, je me propose d'intervenir sur cette table ronde à 2 titres. D'une part, en tant que directeur des solutions digitales chez Suez sur les marchés industriels et particuliers. Et d'autre part, en tant que référent numérique du CSF, transformation et valorisation des déchets. En 2 mots, le CSF représente la filière et les discussions avec l'État. C'est une filière qui représente 1500 entreprises et plus de 110 000 emplois en France et structurée autour de 3 grandes fédérations qui sont Fédérec, la FNAD et le SNEFIDER. À mon tour, bonjour à tous, je m'appelle Marjorie Darcey et je suis la cofondatrice d'une start-up qui s'appelle Lixo, qui a vocation à développer des solutions d'analyse de flux de déchets. On utilise de l'intelligence artificielle pour analyser ces flux tout au long de la chaîne de valeur, au moment de la collecte, au moment des centres de tri, des recycleurs, et même en aval, au moment de l'incinération. On travaille également encore en aval à l'enfouissement. L'idée est de pouvoir donner à tous les acteurs de la chaîne une vue en direct et en continu de la composition des flux, pour faire du contrôle qualité, mais aussi pour pouvoir mieux partager cette information. Voilà. Bonjour à tous, moi je suis Emmanuel Flao, je suis intrapreneur en charge du développement et du déploiement de la plateforme Track Déchets, qui est une plateforme de gestion de la dématérialisation des bordereaux de suivi de déchets dangereux, et une plateforme qui sera rendue obligatoire au 1er janvier prochain. Et donc, voilà, c'est sur ce parcours-là qu'on va échanger aussi, parce que ça va apporter forcément de la donnée de par l'usage de la plateforme. Bonjour, donc moi je suis Cécile Villette, je suis la cofondatrice d'Altaroad. On est aussi une start-up technologique qui fait de la traçabilité des déchets. On est tout à fait en ligne avec ce que vient de dire Emmanuel Flao sur la partie track déchets, entre autres sur les déchets dangereux. Nous, ce qu'on fait chez Altaroad, c'est qu'on va aller collecter de la donnée sur le terrain pour qu'on s'assure que les données de flux de déchets soient fiables. Donc, par exemple, on va aller chercher la plaque, l'immatriculation du camion, le poids du véhicule, à quelle heure il est parti et son contenu à ce moment-là, pour envoyer ces informations ensuite vers Track Déchets, par exemple, si c'est du déchet dangereux, ou d'autres plateformes si on n'est pas sur du déchet dangereux, avec toujours aussi l'enjeu de donner la bonne information au bon moment. Et dans nos succès récents, on a fait un déploiement avec le département des Hauts-de-Seine où on a pu montrer la valeur ajoutée pour toute la chaîne, le département, mais après aussi l'entreprise qui fait le chantier, et puis la revalorisation à la fin, voir ce qu'on a pu revaloriser. Bonjour, Laurent Maurice, je suis l'administrateur des données de l'ADEME, qui est l'agence de la transition écologique. Je suis en charge de l'élaboration et de la mise en place de la stratégie données de l'ADEME, et puis également toute la démarche de généralisation de l'ouverture de cette donnée, justement. Et du coup, cet après-midi, à cette table ronde, je représenterai plutôt l'institution publique. Merci pour ces mots d'introduction. Donc, à l'Ecolab du ministère de la Transition écologique, nous avons 2 principales missions. La première, c'est l'animation de l'écosystème français GreenTech. C'est dans le cadre de cette mission-là que nous organisons, par exemple, ce meet-up. Et l'autre mission, qui est la plus importante d'un point de vue quantitatif, c'est l'administration des données, comme pour Laurent Maurice à l'ADEME, et contribuer à la modernisation des politiques publiques environnementales par la mobilisation de la donnée et de l'intelligence artificielle. Comme on n'a pas Thomas qui arrive à nous rejoindre, est-ce que Antoine, toi, tu veux du coup reprendre la main
pour, Mais vous m'entendez pour pas? expliquer un petit peu l'enjeu de la donnée autour des solutions digitales? En fait, Emmanuel, Thomas nous a bien rejoint. Hein. Ah, mais je l'ai Non, pas. Si, c'est bon, on mais l'entend. Emmanuel, Ah, mais je l'entends pas. OK. oui. Ok, Je crois t'entend, Thomas, qu'il y a- on t'entend bien. Il y a un petit bug, ouais. Donc, Emmanuel, on est en public et je crois que tout le monde m'entend. Donc, je expliquer le rôle d'Ecolab et ses deux principales missions. Donc, une sur l'animation de l'écosystème français GreenTech, donc les startups, les PME qui innovent, qui trouvent des solutions pour la transition écologique. Et c'est dans le cadre de cette mission-là qu'on organise, entre autres, le Meetup. Et l'autre mission principale d'Ecolab, c'est donc d'être un laboratoire d'innovation de la transition écologique par la donnée et par l'intelligence artificielle. Et dans ce cadre-là, il y a un levier d'action en particulier qu'on pousse, qui est celui des espaces communs de données, celui de la mutualisation de la donnée, donc qui a été fortement inspiré de publications de la Commission européenne au début de l'année 2020 et qu'on a commencé à appliquer dans le domaine de la santé-environnement. Donc, il y a un premier espace commun de données qui s'appelle Green Data for Health, où on rassemble l'ensemble de la donnée environnementale et la donnée de santé. C'est très prometteur. Et il se trouve que la filière de l'économie circulaire, qui est une des majeures de la transition écologique, et en particulier la partie dédiée à la transformation et la valorisation des déchets, se saisit de ce sujet-là. Voilà, donc nous agissons en lien avec la Direction générale des entreprises, la DGE, du ministère de l'économie et des finances, et on croit beaucoup dans le potentiel d'une mobilisation de la donnée par la filière, avec aussi une collaboration avec les acteurs publics que nous sommes pour améliorer la performance de la filière, améliorer son gain environnemental et avec une acception très large de la filière qui comprend aussi les acteurs publics de l'État, les opérateurs, les collectivités qui eux aussi ont tout à gagner à cette mobilisation de ces données pour un meilleur impact de leur politique publique. Donc, c'est vraiment dans ce cadre-là, enfin, du point de vue du ministère de la Transition écologique, hein, chacun a son point de vue, qu'on est très, très heureux de pouvoir faire cette table ronde avec vous. Et on espère très fortement que la transformation et la valorisation des déchets sera le prochain espace commun de données sur lequel on mettra le maximum de moyens que nous pourrions mettre. Voilà, parce qu'encore une fois, on y voit un énorme potentiel à mutualiser la donnée pour la filière. Donc, ce que je vous propose, en commençant par Antoine, c'est de commencer à partager votre vision de cet enjeu de la mobilisation de la donnée, du point de vue de votre structure. Alors toi, Antoine, tu as les deux casquettes que tu as présentées, et peut-être de conclure le propos avec un premier exemple de réalisation concrète à fort impact. Merci. Merci Thomas. Oui, pour continuer et puis faire écho à ce que tu as dit, effectivement, la première chose, je pense qu'on en est tous conscients, et si vous êtes réunis, si on est tous réunis à la GreenTech aujourd'hui, c'est qu'on est conscient qu'on vit collectivement une triple crise, celle du climat et avec le doute qu'on a tous sur la capacité à atteindre la trajectoire 1,5 degré et donc toutes les conséquences qu'on doit s'apprêter à vivre collectivement, celle de la biodiversité qui a été citée comme la crise jumelle avec un risque de disparition d'un tiers des espèces, et puis celle qui nous semble extrêmement importante, c'est celle de la ressource, celle de l'économie circulaire. Juste un chiffre ou deux que vous avez tous en tête, sur les 100 milliards de tonnes de ressources nécessaires pour répondre aux besoins de la population croissante de notre planète, moins de 10% sont issus de l'économie circulaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les ans, on a besoin d'extraire de la planète plus de 90 milliards de tonnes de ressources. Et bien sûr, notre planète n'est pas capable de renouveler au cours d'une année ces 90 milliards de tonnes. Et donc, on est dans un système à bout de souffle. Alors, heureusement, l'économie circulaire est là pour apporter une réponse pour réduire et apporter des solutions pour réduire les ressources extraites de la planète, pour les renouveler indéfiniment lorsque c'est possible, et pour transformer les usages. Bon, force est de constater qu'au vu du défi
et des solutions actuelles, on a un problème de rythme et qu'on doit absolument accélérer. Donc, l'innovation est indispensable si on veut agir collectivement. Et le numérique est une forme d'innovation qui sera nécessaire, indispensable demain. La donnée, globalement, elle permet de faire mieux avec moins. Elle permet concrètement, par exemple, de réduire le nombre de kilomètres parcourus par des tournées en faisant tourner des algorithmes. Elle permet de collecter des points d'apport volontaires uniquement lorsqu'ils sont remplis. Je pense que Cécile et Marjorie ont déjà cité en introduction des exemples très concrets où la donnée peut agir. Et donc, on a vraiment besoin de plus d'innovation dans la filière. Cette innovation, elle va être tractée, bien sûr, par des startups et on a besoin de nouveaux modèles en rupture. Elle va être portée aussi par des grands groupes et des PME. Et ça, je pourrais vous donner quelques exemples de la transformation en cours chez Suez, par l'État. Et donc, tout ce mouvement est extrêmement utile et productif. Et la Green Tech, quelque part, le synthétise très bien. Et je pense que la question qu'on doit adresser collectivement maintenant, c'est celle de l'impact. C'est-à-dire comment faire en sorte que ces innovations qui montrent leurs résultats concrets sur des territoires, sur des cas précis, puissent avoir un effet d'échelle important au niveau de toute la France et pourquoi pas en dehors sur toute l'Europe et mondialement. Et au niveau de la filière, on est conscient que pour qu'une innovation ait un impact fort, il faut qu'on avance aussi en parallèle, et quelque part c'est un enjeu miroir de l'innovation et de la technologie, sur l'industrialisation de la filière. On est dans une filière qui, par construction, on parle de déchets. En fait, on devrait parler des déchets. Il n'y a pas un déchet qui se ressemble. Hein. Les problématiques du plastique sont assez différentes de celles des déchets dangereux ou des biodéchets. Et donc, on est dans une filière qui est fragmentée par définition. Et pour autant, il y a des choses qu'on peut mutualiser, des processus industriels, des données qui vont nous permettre d'avoir un effet d'échelle beaucoup plus grand pour les innovations qui sont matures. Donc, il y a un vrai enjeu d'industrialisation. Alors, concrètement, sur les données, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va falloir travailler collectivement pour industrialiser les données, créer des référentiels communs, des langages communs, pour que toutes ces innovations en cours, qu'elles soient au niveau des startups ou des grands groupes ou de l'État, puissent avoir un effet maximal. Il y a bien sûr également je dirais, la puissance de l'État et de la réglementation qui va aussi aider à se structurer, à normer. Hein, c'est important, et Emmanuel va pouvoir nous en parler tout à l'heure. Et puis, pour donner un exemple, Thomas, et voilà, pour conclure, et tu demandais un exemple concret, et je citerai un exemple qu'on connaît bien, c'est Suez, qui est un grand programme d'optimisation de la collecte par la donnée. Voilà, c'est un programme qui a eu une phase d'expérimentation et sur lequel on l'a associé à un niveau de standardisation de nos données à l'échelle de l'ensemble des territoires, de référentiels communs, de qualité de données, pour qu'aujourd'hui, l'intégralité des collectes qui sont effectuées auprès des entreprises soit 100% optimisée. Voilà l'objectif qu'on a atteint avec de l'innovation et en même temps de la standardisation. Je vais m'arrêter là et puis je répondrai avec plaisir aux questions. Merci Antoine, c'est très clair. Marjorie, alors du point de vue de l'IXO? Oui, alors moi je vais faire une introduction peut-être un tout petit peu plus optimiste que celle d'Antoine. Je pense que le constat sur la triple crise, on le connaît. Moi, je vais regarder un aspect un tout petit peu plus positif, qui est que il y a 2 points, je dirais. Alors, il y a le point positif de la crise économique qu'on vit actuellement, et notamment du prix des matières premières. L'explosion du prix du gaz et du pétrole, c'est pas une mauvaise nouvelle pour tout le monde. Et typiquement, il y a une partie de des acteurs avec lesquels on travaille, une partie de nos clients qui sont des recycleurs de plastique ou des recycleurs de papier, qui vivent la crise actuelle comme plutôt une bonne nouvelle, parce qu'en fait, ils arrivent à retrouver des équilibres économiques qui sont bien plus viables, bien plus pérennes que ce qu'ils vivent quand le baril est à 20 ou 30 $. Donc, il y a des bons côtés à la période un peu difficile qu'on vit tous. L'autre point un peu positif, c'est que les nouvelles technologies
si on parle, c'est un mot un peu valise, mais à l'intérieur desquels on peut mettre de l'algorithmique, à l'intérieur desquels on peut mettre l'IoT, le edge computing. Voilà. Toutes ces technologies sont de plus en plus abordables et sont à la fois en termes de complexité de coding, de développement, mais aussi en termes de coût. Ce qui fait qu'on peut adapter à une industrie comme celle des déchets, qui est historiquement assez déficitaire, puisque on arrive encore peu à intégrer le coût de la fin de vie de nos équipements, de nos biens, etc., dans leur prix d'achat. Et donc, on peut aujourd'hui développer des nouvelles technos sur une industrie comme celle-ci, alors qu'elle était encore, il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, réservée à des industries à très haute valeur ajoutée, que sont, je sais rien, mais l'automobile, l'aéronautique, etc. Et donc, on voit, Antoine l'a dit, hein, des problématiques comme la collecte, comme le tri, comme l'incinération, pouvoir s'équiper de nouvelles technos pour faire toute une flopée de choses, ce qui n'était pas possible encore il y a quelques années. Donc voilà, donc ce sont deux points un peu positifs, ce qui n'est évidemment pas le constat qu'il faut garder, le constat un peu alarmiste. Et puis pour boucler un petit peu avec un cas sur lequel nous on travaille, alors nous on utilise ces nouvelles technologies-là, on utilise de l'analyse d'images, donc on met des petits boîtiers qui captent des images dans des camions de collecte, dans des centres de tri chez des recycleurs, et on analyse chacune des photos captées par nos petits boîtiers pour identifier la composition des flux de déchets qui y passent. La notion de partage de données est évidemment hyper importante pour nous parce que c'est tout simplement notre raison d'être. Si on prend le cas de la collecte, ça nous permet en fait de comprendre la cartographie, d'avoir sous forme de cartographie la compréhension du geste de tri par le citoyen. Donc, on arrive à détecter les erreurs de tri au moment de la collecte pour savoir à l'échelle de la ville, à l'échelle du territoire, comment est compris ce geste de tri. Donc, c'est une information que nous générons, qui est récupérée par l'opérateur, mais qui est évidemment partagée avec la collectivité, voire avec d'autres parties prenantes, que peuvent être l'ADEME, voire des associations, etc. Et puis, en aval de la chaîne, sur la partie centre de tri et recycleur, là, l'idée, c'est de pouvoir partager cette information, de nouveau, sur la qualité des matières, la qualité des flux de données, des flux de déchets, pour que le prix payé par l'un à l'autre, donc par le recycleur au centre de tri, soit extrêmement lié à la qualité exacte de ce flux. Donc, imaginons un recycleur de polyéthylène téréphtalate, PET, qui rachète un flux, qui rachète des balles de PET à un centre de tri, il pourra directement connaître la composition, donc la pureté de cette balle, pour en payer le meilleur prix et non pas avoir à manuellement vérifier quelle qualité il a acheté et potentiellement découvrir une décorrélation entre le prix qu'il a payé et la qualité qu'il a été livré. Au-delà de ça, donc au-delà de ces deux petits cas, on travaille évidemment avec également des entités, je dirais, transverses, comme peuvent être les éco-organismes et les REP, donc les organismes de responsabilité étendue du producteur de manière générale. Citeo fait partie d'un de nos plus gros partenaires, mais c'est évidemment réplicable sur les autres chaînes de valeur qui ont toutes une problématique de traçabilité et de partage de l'information par essence. Voilà. Merci Marjorie. Alors Emmanuel, donc tu diriges une start-up d'ETPA, donc tu agis directement sur le sujet, donc sur un segment bien précis de déchets depuis l'intérieur du ministère. Donc je te laisse témoigner de cette action et partager tes convictions sur le sujet. Thomas. En effet, du coup, moi, je dirige la plateforme Track Déchets. Et Track Déchets, c'est la traçabilité des déchets dangereux. Et le déchet dangereux, c'est un petit pourcentage du monde du déchet, hein, c'est de l'ordre de 5%. Mais ça représente quand même quelques millions de tonnes de déchets dangereux et du coup, un réel impact pour l'environnement potentiel. Donc, on a voulu mettre en place une plateforme qui assurait la dématérialisation des bordereaux de déchets qui se faisaient auparavant en papier et pour lesquels, forcément, avec le papier, il y avait un petit risque environnemental en plus des problèmes liés à la gestion du papier en général. Du coup, cette plateforme concerne tous les acteurs qui sont
visés par la traçabilité des déchets dangereux. Donc, le producteur, l'installation de transport, de collecte, l'installation de traitement final, les éco-organismes, les négociants, courtiers, voilà, tous les acteurs qui sont en lien avec ce monde-là vont devoir utiliser la plateforme, et la plateforme peut s'utiliser en plus de 2 usages différents, c'est-à-dire en propre si on n'a pas d'outil, et on peut connecter son outil métier à la plateforme et on peut faire un mix de toutes les solutions. Donc on a en plus voulu, parce que le papier avait une certaine liberté, on pouvait écrire dans les coins, etc., rajouter des informations, ce qui est un petit peu plus compliqué avec la démat. Donc il a fallu aussi s'approprier les retours terrain pour permettre aussi des nouvelles fonctionnalités, des retours attendus. Tout ça, ça va donner à partir du 1er janvier, du coup, une plateforme assez riche avec énormément de données, puisqu'il est attendu entre 15 et 18 millions de bordereaux de déchets. Donc, ça veut dire des milliards d'informations, hein, puisqu'on a énormément d'éléments. Et l'objectif, c'est que ces informations soient, dans la mesure du possible, redistribuées, ouvertes, anonymisées, bien entendu, de façon à ce que et les politiques publiques et les acteurs puissent s'emparer des éléments intéressants pour améliorer un petit peu tout le process. Donc, nous, on aura des données sur le parcours du déchet, la cartographie, les acteurs, etc., les modes de traitement. Et les modes de traitement, c'est assez intéressant. Si on prenait un cas d'un déchet en soi, on va savoir quelle est la part de valorisation et quelle est la part de destruction de ce déchet-là. Et peut-être qu'il y a des politiques publiques à prendre pour faire en sorte ou aider les entreprises pour aller vers une valorisation de ce déchet-là. L'avantage, c'est qu'avant, on avait des données à N-2, donc les déclarations GREP, et 2 ans après, on avait des informations un peu consolidées. Avec Track Déchets, en fait, on va avoir des données quasiment en temps réel, des informations, puisque une fois que le bordereau est arrivé au bout, c'est déjà dans la machine. Donc, on consolide tout ça et on ouvre les données sur des pages de stats qui vont servir tout le monde. Ça va aussi servir l'État, hein, l'inspection, etc. Ça va permettre du coup de rendre le monde du déchet dangereux un peu plus vertueux, puisque on va obliger par l'usage de la plateforme de travailler avec des acteurs autorisés et pas des acteurs frauduleux et qui ne sont pas installations classées, par exemple. Donc voilà, ça permet un petit peu tout ça. C'est une grosse vision d'ensemble. On vient de recruter un data ingénieur justement pour travailler sur toute cette donnée. Et puis, voilà, notre volonté, c'est permettre aussi, grâce à ces données et cette ouverture, de faciliter et les politiques publiques dans les prises de décision jusqu'à l'échelon décisionnaire, même local en fait, et puis le monde industriel qui a besoin de ces informations, de ces données pour savoir où sont les zones de chalandise, les déchets, est-ce qu'il y a besoin ou pas d'ouvrir une structure quelque part. Voilà un petit peu la plateforme Track Déchets dans son ensemble et vue de la donnée. Merci Emmanuel, et puis aussi bravo. Donc ça fait une belle transition pour Cécile, donc cofondatrice d'Altarod, qui connaît bien Track Déchets, mais je te laisse en dire plus, Cécile. Oui, alors du coup, nous, on est dans le monde du BTP. Donc, on parle des déchets du BTP. Et parmi ceux-là, bien sûr, il y en a qui sont dangereux, donc qui vont sur le flux Track Déchets. Moi, ce que je voulais rebondir sur le point de Marjorie un petit peu plus tôt, c'est-à-dire que effectivement, déjà, les nouvelles technologies, maintenant, sont beaucoup plus abordables. Je voudrais rajouter quelque chose sur ça. Elles sont aussi beaucoup plus faciles d'utilisation. Ce qui veut dire que, par exemple, le secteur du BTP où on imagine bien, c'est toujours complexe, il y a des environnements changeants, c'est un peu hostile. Avant, on n'aurait pas pu mettre cette traçabilité parce que ça aurait pris des gens à remplir des papiers, à remplir des Excel, et le secteur n'a pas du tout les marges pour rajouter ces personnes-là. Alors que maintenant, et nous, c'est vraiment sur ça qu'on travaille, c'est rendre cette collecte d'informations beaucoup plus facile, et pour que ça ne prenne pas de temps. En plus, ça rajoute pas de personnes. Et puis, même, on peut faire des économies à la fois des économies d'impact et puis des économies financières. Et finalement, l'enjeu, c'est vraiment de coupler ces 2 thèmes. Et je vais prendre un exemple très simple. Si on arrive à mieux charger les camions et qu'on réduit de 10% le nombre de camions qui tournent, ça fait moins de consommation et ça fait aussi moins de coûts pour le chantier. Donc, avec ce genre de mesures, et il y en a plein
à faire tout au long de la chaîne, même au-delà de la traçabilité des déchets qui est déjà en soi hyper utile. Il y a plein de gains et qui sont maintenant faciles, accessibles avec des solutions connectées. Le deuxième point dont je voulais parler, c'était il y a vraiment quelque chose d'intéressant qui est en train de se passer maintenant, puisque finalement, avec différents utilisateurs, nous, si on a un exemple concret, on s'est rencontrés avec l'IXO il y a 1 semaine et demie sur Polytech, et finalement, la technologie que déploie l'IXO sur des centres de tri, ben, nous, on pourrait l'embarquer sur des chantiers et l'utiliser aussi et construire sur ces données. Donc, le frein qu'il peut y avoir a priori sur les données, de partager ces données, et bien sûr, il y a des notions de confidentialité, mais les gains potentiels pour les chantiers, pour la filière, si on arrive à mutualiser ces données, à apprendre, et que tout le monde ensuite bénéficie de cet apprentissage de l'intelligence artificielle pour avoir des données concrètes qui peuvent lui servir à prendre des meilleures décisions pour la suite. Et donc, sur le côté revalorisation des déchets, traçabilité des déchets, c'est un super bon exemple de se dire, bon, bah, finalement, on a plein de petits acteurs qui sont en train de se développer et qui vont pouvoir utiliser les données des uns et des autres pour améliorer chacun leur service. Donc ça, c'était le deuxième point. Et le troisième point sur lequel je terminerai, c'était le fait qu'on nous avait dit au début, quand on va présenter notre service, nous, sur les chantiers, oui, mais il y a des acteurs qui sont pas forcément hyper honnêtes. Alors, est-ce qu'ils vont vouloir votre traçabilité? Parce que c'est quand même, vous allez montrer qu'ils font pas bien leur travail. Et alors, ce qui était très drôle, c'était que en fait, les premiers qui sont venus nous voir, c'est au contraire ceux qui faisaient bien leur travail et qui nous ont dit, bah maintenant, ça va se voir et on va voir qu'on fait bien. Donc, en fait, le côté traçabilité, on peut voir les deux facettes. Mais c'est finalement un outil qui peut être systématique pour rendre tout l'écosystème vertueux et finalement avoir une preuve que les gens font bien leur travail et qu'ils sont dans une démarche éco-friendly. Voilà, je termine sur ça. Merci, merci Cécile. Donc, je passe la parole à Laurent, donc, qui a encore un point de vue différent, mais dans une belle tour d'observation de l'économie circulaire qui est l'ADEME. À toi, Laurent. Oui, merci Thomas. Côté ADEME, en fait, depuis 2018, en saisissant l'opportunité de la mise en œuvre de la loi Le Maire, en fait, on a décidé d'ouvrir au maximum nos données. L'idée, c'est d'abord de mobiliser la donnée au bénéfice des services publics, et puis surtout, très rapidement, de se dire que la transition écologique ne se fera pas sans données. Donc la démarche, elle était un peu douloureuse chez nous, en interne, dans un premier temps. Les données, en fait, elles existent dans des silos applicatifs, et on avait très peu de culture du partage de cette donnée, en fait, au-delà de la restitution réglementaire obligatoire dans le cadre des missions qu'on met en œuvre. Et du coup, rapidement, on est quand même passé d'une contrainte à une opportunité, à l'opportunité de démultiplier l'impact de nos données. Et du coup, c'est ça qui est intéressant pour moi de vous présenter aussi aujourd'hui. En fait, c'est les données qu'on présente, qu'on met à disposition, et notamment sur notre portail data.adem.fr aujourd'hui, notre portail Open Data, c'est des données de référence et de connaissances sur le secteur. Alors, sur l'ensemble des secteurs, l'ADEME travaille sur les domaines de l'air, l'énergie, le climat, la rénovation énergétique des bâtiments, le carbone, le transport, la mobilité, puis bien sûr sur les sujets déchets et économie circulaire avec les données sur les déchets Sinoé. Donc, on a une vingtaine de jeux de données qui sont mis à disposition. Alors, on pourrait y revenir, mais les données Sinoé ont des pas de temps de mise à disposition qui sont un peu compliqués parce qu'il y a besoin de redresser les données. C'est des données qu'on observe de manière locale et qui remontent après à l'ADEME, qui sont traitées, qui sont validées, qui sont revalidées et qui sont enfin mises à disposition. Donc ça donne un peu de temps. Et puis également, tout à l'heure, on en parlait sur les filières REP. Donc on tient en fait les registres des filières REP, que ce soit en termes d'entreprise, de déclarants, mais aussi de volume de flux de stock, etc. Et du coup, notre objectif dans la diffusion de données, de toutes ces données, et pas uniquement des données déchets, c'est la mise à disposition de connaissances ou de données de référence, je le disais, mais c'est des données de référence aussi actualisées et de qualité le plus possible. Et du coup, on essaie de les mettre à disposition de 3 manières, à travers des brut pour que vous puissiez vous en emparer, à travers des data viz également, que ce soit des data viz carto ou pas, mais
surtout pour bien comprendre en fait ce que propose la donnée, ce qu'elle contient, et puis aussi à travers des API documentés de manière à ce que vous puissiez vous les approprier également et les réutiliser dans vos systèmes d'information. Après, du coup, pour répondre un peu à la question de Thomas sur la fin de l'intervention, j'ai envie de dire, laissons l'innovation à celles et à ceux qui ont envie de s'en emparer, en fait, quelque part. Je vais prendre deux petits exemples. Un qui n'est pas sur les déchets, mais qui est plutôt sur un secteur qui est assez porteur aujourd'hui également en termes de transition écologique, c'est la rénovation énergétique des bâtiments. Et on se rend compte que la mise à disposition des données de l'ADEME dans le domaine de cette rénovation énergétique des bâtiments a permis beaucoup d'innovations, et notamment à des bureaux d'études ou des startups de s'en emparer et de produire des services innovants. Et ça, c'est une de nos grandes réussites quelque part en termes d'impact, parce que nous, on a vocation à mettre en place un certain nombre de politiques publiques, en tout cas à les réglementer, etc. En revanche, on n'est pas capable de descendre au niveau local sur une thématique ou un sujet pour pouvoir en fait mettre en place ces sujets ou ces services innovants. Et puis un deuxième exemple, plus sur la filière REP, notamment sur la problématique des gaz fluorés, où là, en fait, les acteurs de la filière nous ont demandé de mettre à disposition les entreprises en fait et leur qualification pour motoriser les systèmes d'information directement sur les sites de récupération. Et donc là, vous voyez encore, on a une donnée de référence, on est un tiers de confiance et on se met en situation donc de mettre à disposition de la filière en fait ces informations. Donc voilà un peu cette volonté, encore une fois, de faire en sorte que la transition écologique ne se fasse pas sans données, et donc de la mettre à disposition de manière à pouvoir la proposer et vous laisser, je dirais, vous l'ensemble des acteurs, publics et privés, la réutiliser dans le sens de la politique de transition écologique, et donc de lutter. Et je reviens sur les propos d'Antoine au départ, pour aussi qu'on ait des impacts sur la crise. Merci Laurent. J'ai envie de vous répercuter une question là, qui a été posée dans le chat, dans la partie question, qui est très pertinente et qui revient en plus très fréquemment. Donc, qui est posée par Alexa Lebansek, qui est de Paris Habitat. Voilà. Merci Alexa pour cette question. Donc, je vous la lis. La technologie utilisée pour avoir ces données ne dégage-t-elle pas plus d'empreintes carbone que le bénéfice attendu en bout de chaîne ? Et je vous propose d'y répondre chacun à votre façon, parce que et je tenais à dire à Alexa qu'en tout cas, nous, c'est une de nos grosses préoccupations. Donc, on a introduit cet objectif de frugalité, de sobriété. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai la conviction que les acteurs de la filière l'ont aussi. Donc, je trouvais intéressant qu'on se fasse une petite séquence de réponses très rapide à la question d'Alexa. Qui veut démarrer ? Je veux bien y aller parce que c'est une question qu'on se pose nous absolument quotidiennement. Parce que donc, pour rappel, ce qu'on fait, c'est qu'on fait de la reconnaissance d'images appliquées à l'industrie de la gestion et de la valorisation des déchets. Et il y a un côté un tout petit peu sexy à faire ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on voit à partir d'une photo des carrés qui s'animent, etc. Et donc des objets qu'on arrive à identifier en direct. On fait tous les jours hyper attention à ce qu'on fait ne devienne pas un gadget. On a été approché par des entreprises qui voulaient qu'on développe des applications qui faisaient X ou Y, mais qui étaient très clairement davantage du marketing qu'autre chose. Et donc, il y a des projets auxquels on dit non, très objectivement, parce que ça ne sert pas un intérêt industriel. Accessoirement, c'est une information qui est potentiellement uniquement gardée à des fins de communication plutôt qu'à des fins de partage avec les différents acteurs de la chaîne. Donc c'est clairement un truc qu'on a tout à fait intégré dans les projets qu'on choisit. Ensuite, il y a la façon même qu'on a de créer nos systèmes. Il y a la façon dont on entraîne nos modèles de reconnaissance et la façon dont on les fait tourner. Donc, typiquement, on miniaturise nos algorithmes pour pouvoir les faire tourner directement à l'intérieur de micro-ordinateurs plutôt que d'avoir à transférer des données via 4G, etc. Donc, on essaie d'être économe de ce point de vue-là. Et puis après, il y a toute une question de choix des fournisseurs et ça, c'est typiquement essayer de choisir des prestataires qui eux-mêmes font attention. Quand on parle de stockage des données ou quand on parle de data center, on essaie de choisir un petit peu comment on flèche ça. Mais
Je suis tout à fait d'accord, c'est un point qu'il faut tout à fait garder à l'esprit et de manière extrêmement constante parce que la pente est glissante. Merci Marjorie. Est-ce que quelqu'un d'autre a envie de rajouter quelque chose sur ce point-là? Vous n'êtes pas obligé, hein, mais si quelqu'un va apporter un éclairage. Ouais, peut-être. Alors, Antoine et puis après Laurent. Vas-y Antoine. Non, non, on peut pas. Non, enfin, je souscris tout à fait à ce qui vient d'être dit en disant il faut déjà réfléchir quel objet on veut traiter et s'assurer que le remède n'est pas pire que le problème. Et on a tous cette préoccupation, bien sûr. Le deuxième sujet, pour donner juste un exemple concret qu'on a vécu en 2021 chez Suez, on a souhaité mettre à disposition de la traçabilité, en fait, toutes les technologies de blockchain qui répondent à un enjeu de partage d'informations, de co-gouvernance, etc. Donc, et en même temps, on sait tous que la blockchain peut avoir des aspects, lorsqu'elle est suivant les types d'implémentation, voilà, elle peut être décriée pour ses aspects énergétiques. Et des implémentations comme le Bitcoin, par exemple, sont sans doute des catastrophes écologiques et donc à proscrire. Et ce qui nous a amené, avant d'enclencher le projet, à préciser et de regarder s'il y a des implémentations de blockchain qui sont sobres en énergie et sobres en usage, ce qui est le cas aujourd'hui. Donc, je pense qu'effectivement, après avoir passé une étape de privacy by design dans nos systèmes d'implémentation, il faut qu'on passe à un système de green by design pour qu'effectivement ces logiques de calcul ou de compréhension du problème avant de se lancer soient intégrées. Donc voilà, c'est des efforts et des transformations qui sont menées, je pense, par chacun d'entre nous, mais c'est important de le rappeler. Ouais. Vous voulez apporter quelque chose? Oui, quelques compléments, mais c'est juste, en fait, on a eu tous rapidement l'intuition que la transformation numérique et que le traitement de la donnée avait un coût carbone, très clairement, et c'est plus qu'une intuition, en fait. Hein. Aujourd'hui, on sait le mesurer. En revanche, on manque quand même d'outils partagés, je pense, sur cette mesure. Et du coup, enfin, côté ADEME, on essaye de contribuer, en fait, pardon, à ces travaux pour essayer de mesurer. En revanche, ce qu'on est capable de dire aujourd'hui, c'est que malgré ce coût, il faut toujours qu'on soit vigilant dans l'ensemble de nos projets, et du coup Marjorie et Antoine l'expriment de cette manière-là également, à ce que l'impact de nos actions en fait soit toujours supérieur, je dirais, au coût intuitif qu'on essaye de mesurer justement de l'impact du numérique dans nos actions. Et du coup, il faut tout le temps qu'on soit sur cette corde raide, ou en tout cas en équilibre sur ça, de manière à nous questionner justement, et c'est ce que Marjorie expliquait très clairement dans son propos. Voilà, comment on est capable de se dire, bah oui, ça a un coût, certes, mais comment aussi, dans notre action, en fait, on travaille pour la transition écologique, on travaille pour réduire ce coût d'une part, mais aussi apporter des solutions. Merci. En complément de réponse, et je vais me débrouiller pour mettre le lien pour Alexa d'ici la fin de la conférence, il y a également une feuille de route numérique et environnement qui a été publiée par les deux ministres Cédrico et Barbara Pompili fin février, et qui comprend toute une série d'actions. Donc justement, une des actions est de se doter de référentiels et de standards robustes pour aider les acteurs industriels, administratifs et même citoyens à être capables de mesurer cet impact. Mais je vous mettrai le lien tout à l'heure. Ce que je vous propose, c'est qu'on change de sujet, sauf si Cécile ou Emmanuel veulent ajouter un point là-dessus. J'avais un tout petit point à rajouter, même si j'étais hyper d'accord avec tout ce qu'a dit Marjorie, parce que c'est pareil pour nous. Sur ça, il y a aussi de l'ADEME des moyens de financement pour évaluer son bilan carbone. Donc en fait, déjà en étant une start-up à impact, clairement, c'est une des questions qu'on se pose, mais il y a aussi des moyens de financement accessibles pour les plus petites structures pour l'évaluer. Merci. Alors, je vous propose de passer sur un des sujets qui a beaucoup été évoqué là, depuis le début du Meetup. Donc, on tourne pas mal autour de l'enjeu d'industrialisation des filières Green Tech. Voilà, et donc, il y a différents paramètres qui sont identifiés pour aider l'ensemble de ces entreprises, secteurs à avoir une taille industrielle, à industrialiser aussi l'impact quand il y a du gain environnemental
associés, à entrer dans des logiques de professionnalisation, parfois d'automatisation, pour améliorer qui les supply chains ou qui la qualité du service rendu, que ce soit un service public ou privé. Là, dans le cas particulier de votre filière, et ça se ressent dans les premiers propos que vous avez tenus, donc on voit bien que la donnée, sa mutualisation, sa production, son exploitation peut être un accélérateur de cet objectif-là. Donc voilà, donc je vous propose de vous dire ce que vous en pensez sur un sujet qui devrait être dans les mois qui viennent une priorité pour beaucoup d'acteurs, notamment nous au ministère. Qui démarre? Vas-y Antoine. Je peux essayer de faire… La question est très vaste et bon, je ne suis pas sûr qu'elle appelle bien sûr une suite et se réunir. En tout cas, je trouve que la convergence des points de vue ici est importante. Donc clairement, effectivement, quand on entend Cécile et Marjorie, il y a des choses à mutualiser. Chez Suez, on utilise également des algorithmes pour qualifier la qualité des déchets qui vont en incinération, également ce qui va en centre de tri. Et je pense que si effectivement on arrive à converger vers une mutualisation des banques d'images et des tags, ce sera au bénéfice voilà, de l'ensemble de la filière et également certainement aussi réduire l'empreinte environnementale puisqu'on le fera, on mutualisera ça. Donc il y a un vrai enjeu ici. Si on prend un peu de focus, enfin de recul sur la filière, en tout cas tel que le CSF l'exprime, là, on pense que l'impact du numérique est le plus grand. Ce sera bien sûr sur la collecte, on en a parlé. Ce sera sur le tri avec tout ce qui est entraînement des algorithmes. Et ce qui a été bien dit là, c'est sur la traçabilité. Sur ce sujet-là, je voulais un peu revenir et approfondir. Je pense qu'on est dans un monde qui change et sur lequel les attentes de nos clients du métier ont fortement changé et donc on doit passer à un niveau supérieur de traçabilité et donc c'est un enjeu qui traverse toute la filière et pas un seul acteur, d'où l'intérêt de mutualiser, je dirais, ces données et de standardiser pour aller avoir un plus grand impact. Je pense que l'enjeu de la filière là-dessus, c'est de faire plus de traçabilité. Je pense que la filière en a besoin et c'est des choses extrêmement importantes. En faisant moins d'administratif, c'est-à-dire, et c'est là où la donnée et ce que fait chacun peut aider. Faire plus de traçabilité et plus d'administratif, c'est relativement simple. Hein. Il faut produire des normes, des documents et chacun peut le faire. Mais tout l'enjeu, qui est un enjeu aussi de compétitivité qu'on a tous, hein, c'est-à-dire que Marjorie le disait tout à l'heure, rappelait l'un des fondements de l'économie circulaire, c'est quand même le fondement économique qui est tant que des matières recyclées coûtent plus cher que des matières vierges, il y a toujours une barrière à l'utilisation, à l'incorporation de ces matières. Donc, il y a un vrai enjeu pour la filière de performance. Alors, quand les matières vierges sont au plus haut, ça aide. Mais voilà, donc il y a ces enjeux. Et l'enjeu qui pourrait être central en termes de mutualisation des données, puisque c'est la question que tu mets sur la table, Thomas, c'est sans doute celui de la traçabilité, qui va être un mix entre des nouvelles solutions, et Cécile et Marjorie en ont parlé et ont dessiné des voies là-dessus, et chacun y travaille aussi. Et puis, sur une capacité aussi à partager des référentiels, des standards. Donc, c'est aussi abordé par ce que fait Emmanuel et l'ADEME, mais il faut aller beaucoup plus loin si on veut que tout ça aille beaucoup plus vite, en fait. Parce que pour l'instant, on est… chaque initiative est extrêmement bien, mais on a un vrai sujet d'impact massif, rapide, et donc de passer… voilà. Et le sujet, voilà, je pense, pour la filière demain et pour le CSF, va être autour d'un gros mot qui est la gouvernance, de savoir ce que la filière, les acteurs de la filière peuvent partager et veulent partager et qui ont du sens, de ce qui ne pourra pas être partagé pour X raisons de secret d'affaires, de compétitivité, parce que voilà, il faut aussi poser clairement, tout ne peut pas être partagé, et je pense qu'il faut le dire. Donc le vrai sujet, c'est comment on gouverne tout ça collectivement entre l'État, les acteurs de la filière, les startups qui nous poussent. Et donc, ce sujet de déclinaison de la gouvernance me semble important dans les semaines et les mois qui viennent. Et voilà, sujet à suivre ensemble.
Merci Antoine. Alors, Emmanuel, aller plus loin, aller plus vite pour reprendre l'expression d'Antoine, avec le retour d'expérience que tu as déjà, qu'est-ce que ça peut signifier sur le segment de track déchets et des déchets dangereux? C'est vrai qu'on doit aller plus loin et plus vite. Alors, moi, j'ai l'avantage d'avoir un outil de l'État et l'avantage qui va avec, c'est que on prend la réglementation et puis on impose l'outil de l'État. En fait, on a voulu, quand on a mis en place Track Déchets, on a voulu faire en sorte qu'il y ait un usage parce que Track Déchets plaisait, apporter quelque chose aux industriels, etc. Donc oui, il plaît, mais en fait, rentrer dans la démarche, c'est un petit peu compliqué. Et l'aspect réglementaire apporte ceci, c'est que à une date précise, tout le monde finalement doit rentrer dedans. Et c'est le fameux accélérateur et puis le petit coup de pied aux fesses que certains ont besoin pour dire, bon, ok, maintenant on rentre dedans. Alors, moi, je suis hyper transparent. Il y en a qui sont dedans depuis le départ, qui nous suivent, qui travaillent. Et puis, il y en a qui rejettent l'idée au point d'attaquer le track déchets et la direction. Donc, voilà, après, soit on a des choses à cacher, soit on ne l'a pas. Mais pour moi, voilà, ça a été le point de départ et la date était assez importante. Tous les retours que nous, on a sur l'usage de track déchets sont assez favorables quand même. Et maintenant, on a même des filières de non dangereux, alors la filière BTP maintenant, etc., qui se disent, mais en fait, on va devoir travailler la filière REP, travailler le bâtiment, travailler le non dangereux, et pourquoi pas, du coup, rentrer dans une traçabilité plus fine, et pourquoi pas non plus avec track déchets. Alors, on n'en est pas encore là, hein. On va rentrer déjà dans le monde du déchet dangereux, essayer d'avoir suffisamment d'informations et de données. Mais c'est vrai que du coup, ça a cet impact-là. Les données, elles serviront, je pense, vraiment tout le monde. Alors, avec prudence, hein, évidemment, puisque nous, on s'attache au secret des affaires et donc à anonymiser les informations. Mais ça va aller du monde industriel aux compétences région sur les déchets avec les PRPGD, etc. Et les politiques publiques à prendre pour faire en sorte que tous les acteurs aient suffisamment d'impact ou d'action possible pour aller vers une valorisation du déchet. Et du coup, valorisation dit économie circulaire, etc. Et voilà. Donc, grosse machine, elle se met seulement en route, hein, je suis honnête. Le 1er janvier, c'est le fameux gros démarrage. En plus, il y aura une petite période de transition sans doute parce que tous les acteurs ne seront pas dedans le 2 janvier. Mais l'impact des données sera hyper important derrière. Je fais un petit focus sur ce qui a été dit tout à l'heure. Nous, on commence une étude aussi sur l'impact de track déchets au regard justement de l'environnement. Donc, comme on va aussi enlever tout le papier, éviter aux acteurs d'avoir leur propre outil et de s'interconnecter entre eux, on pense, alors on va faire l'étude, on va la finaliser, hein, mais on pense que track déchets a quand même au regard des outils qui existent déjà, du papier et de tout l'effort qu'il faut faire aujourd'hui pour avoir une traçabilité complète, il va apporter quand même quelque chose de supplémentaire et de valorisant pour tout le monde, quoi. Merci Emmanuel. Alors, Cécile, dans l'accès et l'exploitation des données, puisque vous êtes une entreprise innovante par rapport au sujet tel qu'on vient de le poser, est-ce qu'il y a quelque chose que vous rêveriez de pouvoir faire encore plus, mieux et plus vite? Donc, Emmanuel a évoqué la réglementation sous l'angle du coup de pied aux fesses, pour reprendre ton expression, Emmanuel. Mais bon, il y a peut-être aussi d'autres choses que vous pourriez attendre de la puissance publique pour vos innovations et votre roadmap. Mais du coup, en fait, je pense qu'il y a, je vais rebondir sur ce qu'a dit Emmanuel. Effectivement, il y a soit c'est l'État qui le rend obligatoire, et alors là, on a un tiers de confiance finalement qui est et qui a la responsabilité de rendre les données anonymes quand elles sont concurrentielles, par exemple. Et donc, dans le cas, par exemple, des déchets dangereux, c'est fait comme ça. Et ensuite, on a tous les autres déchets. Et là, la question, c'est qui est le tiers de confiance? Et le tiers de confiance, il ne peut pas être gratuit, finalement, si ce n'est pas l'État qui le fait, il ne peut pas être gratuit. Sinon, c'est tout ce qui est arrivé avec nos données personnelles sur tous les réseaux sociaux. Si c'est gratuit, c'est nous le produit. Et puis finalement, nos données sont utilisées pour nous envoyer plein de pubs personnalisées, horribles, où on devient tous des super consommateurs. Donc, c'est vraiment pas ça qu'on veut pour le domaine du déchet. Donc, il y a vraiment cette question du business model. Comment est-ce qu'on peut valoriser ces données
que toutes les intelligences artificielles qu'on va faire travailler dans les startups vont générer. Donc, il y a une création de valeur à ce niveau-là, une donnée intéressante. Et comment est-ce qu'on les monétise pour que ceux qui travaillent sur ces intelligences artificielles, sur cette création de valeur, aient intérêt à le faire? Parce que s'ils ne sont pas payés, au bout d'un moment, il n'y a pas de miracle, on le génère pas. Et en même temps, on a tous, nous, entreprises à impact, envie que ces données servent, donc de les partager en étant justement rémunérés. Donc la clarification sur le business model pour les données communes est super important. Soit c'est l'État qui l'impose, et c'est très clair, soit comment est-ce qu'on les partage et comment on les monétise. C'est bien, ça promet de belles discussions à venir. Voilà. Alors, comme on approche de la fin de cette conférence, pour continuer la discussion, je trouve difficile de ne pas évoquer là, une émission de télé qui est passée récemment et qui continue à faire beaucoup de bruit dans les médias, sur les réseaux sociaux, mais aussi dans nos environnements professionnels, sur la filière, et qui fait directement écho à l'expression que vous avez utilisée, Cécile, Emmanuel et Antoine, de tiers de confiance. Donc, il y a aussi un enjeu à restaurer une forme de confiance dans la filière. Et la filière, pour mobiliser la donnée, elle a besoin effectivement aussi d'un tiers de confiance. Moi, à titre personnel, je suis très, très optimiste dans tout ce que va pouvoir apporter la mutualisation de la donnée, entre autres, pour atteindre cet objectif-là. Mais si vous auriez dans une forme de conclusion aussi à vous exprimer sur cet aspect-là, qu'est-ce que vous appelleriez de vos voeux pour que l'innovation ou la donnée continue de contribuer à cette confiance-là? Voilà. Donc, peut-être Marjorie ou Laurent. Marjorie, si tu veux, je te laisse. Merci pour la patate chaude. Pas de problème, je peux la prendre. Non. Écoutez, ce que j'appelle de mes voeux, je pense que c'est typiquement ce genre d'événement, c'est-à-dire que ce ne seront pas l'État seul ou les autorités administratives, les REP, de manière générale, ne pourront pas faire le boulot seuls, ne serait-ce parce que Emmanuel l'a souligné, le temps de ces institutions tend à être un petit peu long, et c'est tout à fait normal. C'est le rôle de ces institutions de prendre leur temps et de penser loin. Le rôle des grandes entreprises, comme celle que représente Antoine, sont celles de potentiellement d'apporter leur historique, leur ancrage dans les territoires aussi, qui est hyper important. Et puis nous, Cécile et moi qui représentons plutôt des petits cailloux dans la chaussure, en fait, des structures ultra agiles qui sont capables de proposer des solutions vite, qui sont capables de se tromper aussi assez rapidement, mais qui sont aussi, je pense, capables de proposer des solutions qui peuvent faire bouger des institutions, qui peuvent faire bouger des grandes entreprises. Et en fait, bon, c'est peut-être un petit peu impensif, mais la réponse est dans le collectif. C'est-à-dire que la réponse, c'est le fait de continuer à se parler tous ensemble et de se dire quand il y a des choses qu'il faut qu'on construise ensemble. Antoine parlait de base de données, c'est possible, c'est peut-être aussi plus problématique pour des petites structures comme nous, mais en tout cas, il faut qu'on en parle. Et donc, la Green Tech Innovation est un bon cadre comme ça. Les CSF en sont, les fédérations de manière générale sont des bonnes occasions. Il y avait le congrès de l'amorce cette semaine, qui est aussi un très bon lieu d'échange entre les entreprises et les collectivités. Donc voilà, c'est clairement en échangeant et en étant assez ouvert sur les problématiques de chacun. Et ceci l'a souligné pour des structures comme nous, c'est effectivement d'arriver à vivre de ce qu'on fait. Merci Marjorie. La réponse est dans le collectif. Ça fait une belle punchline. Laurent, tu voulais t'exprimer? Oui, je voudrais juste compléter parce que du coup, clairement, côté ADEME, nous, on est aujourd'hui, les équipes métiers, elles se mobilisent très fortement en fait, pour mettre à disposition les données de valorisation des déchets autour de Sinoé, je l'ai évoqué, autour des filières REP. Il y a une refonte en fait du système d'information en cours lié à la réglementation, autour des données impact sur l'analyse de cycle de vie, des contenus qui est en train de se jumeler avec les données carbone. Et puis à côté de ça, on essaye aussi de construire ce qu'on appelle nous la fabrique de la donnée ADEME, qui est une plateforme digitale, en gros qui va permettre de mettre en œuvre une infrastructure informatique, mais aussi des règles de fonctionnement, des règles de recommandation d'usage, des préconisations éprouvées de réalisation valorisante. Et cette fabrique de la donnée, quelque part, elle doit contribuer un peu sous la forme de marketplace en interne à construire une dynamique autour de la donnée, en tout cas à la renforcer cette dynamique.
et d'établir des règles de fonctionnement, mais aussi vers l'extérieur avec l'ambition, et là je reprends le terme de Marjorie, sur cette ambition du collectif. Et l'ambition, c'est de réunir et d'organiser les données de la transition écologique, justement, sous forme de marketplace, je disais, de hub, de données de la transition écologique, je ne sais quoi, mais de se dire, en fait, côté public, il y a des choses à apporter, côté privé, grosse structure, Suez ou compagnie, il y a des choses à apporter, et puis aussi, voilà. Et du coup, je reprendrai bien un peu ce que j'évoquais tout à l'heure sur la problématique de la rénovation énergétique des bâtiments, où sous l'égide de l'Ecolab, hein, du CGTD, il y a eu tout un travail il y a 1 an et demi, c'était juste avant la période de confinement, autour de l'animation justement des différents acteurs de la filière. Et je pense que, enfin, en tout cas, ma proposition, mon souhait serait qu'on puisse mettre en place une animation autour de ce sujet pour pouvoir imaginer ensemble un business model, pourquoi pas, et puis s'amener les uns et les autres à continuer à renforcer en fait l'ouverture de nos données. Et bien sûr en entendant aussi les contraintes de sécurisation des données liées notamment au secret des affaires, etc. Mais pourquoi pas imaginer et mobiliser sous l'égide un peu de la puissance publique, entre guillemets, l'organisation d'ouverture de données. Alors on l'avait fait à travers un hackathon qu'on avait co-organisé avec le MTE sur la rénovation énergétique autour d'un concours de données. Voilà, pour mobiliser les forces vives et amener en fait à ouvrir nos données et surtout à voir quelles valeurs elles peuvent prendre derrière en termes de valorisation. Donc voilà un peu les propositions que j'ai envie de faire comme ça à ce stade. Merci, merci Laurent. Je vais enchaîner pour ce mot de conclusion. Il me reste Cécile, Emmanuel et Antoine. Ouais, moi, je veux juste finir. Alors, pardon, vas-y, Emmanuel. Je vais te laisser finir, justement, Antoine, parce que j'ai parlé de coup de pied aux fesses tout à l'heure, mais il faut aussi souligner, et c'est assez positif, que énormément d'acteurs se sont tournés vers Track Déchets, pas parce que c'est obligatoire, ils y étaient depuis le départ, et ça montre bien l'intérêt et l'engouement des entreprises pour avoir une traçabilité, pour avoir un outil commun, pour avoir de la donnée commune. Et voilà, ça c'est vraiment ce qui montrait l'ouverture et ce qui nous a permis aussi d'ailleurs de continuer. Parce que comme on a commencé sous un format de start-up d'État, s'il n'y avait pas eu les entreprises derrière pour dire oui, c'est une bonne idée, oui, on contribue, oui, on participe à vos Open Labs et on attend aussi quelque chose dans la co-construction, en fait, on se serait arrêté et il n'y aurait pas eu Track Déchets. Donc voilà, c'est le message positif en disant c'est vrai que certains ont besoin de ce fameux coup de pied aux fesses, mais beaucoup d'acteurs se sont engagés, puis Cécile est là aussi pour le démontrer, pour rentrer rapidement dans la démarche sans attendre la réglementation. Peut-être Cécile avant de laisser Antoine conclure. Effectivement, nous, je rebondis, on était depuis 1 an et demi sur Track Déchets, on a vu l'intérêt tout de suite, et puis c'était vraiment positif d'avoir ce cadre qui permet d'expliquer et de motiver. Donc le gros enjeu, c'est vraiment aussi sur la communication aux différents membres de l'écosystème. Donc les événements, effectivement, et au-delà de ça, tous les supports de communication, le BTP n'était pas forcément très digitalisé. Il y a eu un des effets positifs du Covid, parce que malheureusement, il y en a aussi des positifs malgré la crise, c'est que ça a motivé tout un nombre d'acteurs à se digitaliser et du coup à pouvoir utiliser ces nouveaux outils. Et on a vu une grande motivation des acteurs. Nous, on arrivait avec des tablettes sur les chantiers du BTP. Il y avait des gens qui nous disaient « vous n'y arriverez jamais ». Voilà. Et en fait, on a vu plein de gens qui nous ont dit « Ah mais enfin, parce que moi, j'utilise la même chose sur les tablettes dans ma vie perso et je comprends pas pourquoi mon secteur, dans mon quotidien du métier, les utilisait pas ». Donc, il y a quand même aussi cette volonté d'aller vers plus de traçabilité et plus d'efficacité dans les métiers qui génèrent des déchets. Et ça, je trouve ça très positif. Alors Antoine, ne te fie pas à ce qui apparaît événement terminé. Tu peux prendre le temps de conclure calmement. Ça continue. Voilà, je te laisse la parole. Non, alors brièvement, non, je voulais aussi terminer sur une note positive sur tout ce qui a été dit. Et je pense qu'effectivement, par rapport à la mutualisation des données et l'impact, Track Déchets est un bon exemple de ce qui peut être fait, et notamment grâce et par l'État. Voilà, charge aussi à la filière et aux acteurs d'avancer aussi sur ce sujet-là, sur d'autres sujets. Et effectivement, je confirme aussi que côté Suez, ça apporte aussi, et c'est des choses sur lesquelles on a été impliqué depuis le tout début.
Le deuxième sujet, je suis d'accord et je rejoins ce qui a été dit par Marjorie, qu'il s'agit de collectif. En fait, on parle pas l'enjeu n'est pas un enjeu technique. En fait, parfois, on a l'impression que la donnée, c'est réservé aux personnes en charge du digital ou aux techos, ou etc. Mais en fait, c'est pas un enjeu technique, c'est vraiment un enjeu de qu'est-ce qu'on peut partager ensemble au bénéfice de l'impact et comment on veut le partager ensemble. Donc, c'est un sujet et ça m'emmène à un troisième sujet, c'est que et il est vrai dans nos grandes entreprises et il est vrai à différents niveaux. Il y a un sujet de pédagogie et d'intelligence collective à faire pour que justement ça ne soit pas un sujet purement technique réservé, mais que ça soit pris au plus haut niveau dans nos entreprises, dans nos fédérations, au niveau du CSF et dans nos discussions. Et là, voilà, donc on avance aussi sur ces sujets-là et j'en profite justement pour, dans les choses qui avancent, rappeler l'événement qui a été fait justement en collaboration avec le MTE et la DGE le 23 septembre dernier, qui a réuni effectivement à la fois l'État au travers de ces différentes représentations, la filière, les startups, avec des résultats extrêmement positifs. Donc, ça nous incite à continuer collectivement ce travail d'équipe, tripartie, quadripartie, pour continuer à faire monter en compétences la filière sur ces enjeux-là. On est sans doute, on a beaucoup à s'inspirer aussi d'autres filières, effectivement des secteurs comme que sont peut-être plus avancés sur ces sujets-là, mais donc voilà, qui montrent que le chemin est tout à fait possible. Voilà. Reste charge à nous de coopérer pleinement au service de l'impact. Merci Antoine. En tout cas, je trouve que l'alignement est très impressionnant. Donc, vous soyez intrapreneur public comme Emmanuel, expert de l'innovation publique, enfin, logé au sein du ministère, ou dirigeante de start-up d'entreprises comme Marjorie et Cécile, ou responsable public au sein d'un gros opérateur comme Laurent, et enfin Antoine avec cette double casquette à la fois filière et cadre au sein d'un grand groupe industriel leader mondial. On voit bien qu'il y a un alignement hyper enthousiasmant dans lequel je me mets aussi de façon modeste. J'ai hâte de pouvoir continuer avec vous ces échanges et je pense que la filière peut vraiment réaliser des choses extraordinaires, entre autres en mobilisant la data. Donc, merci pour ces échanges et voilà. Et un petit mot de conclusion. Donc, c'est la dernière table ronde du Meetup GreenTech 2021. Donc, il continue jusqu'à 18h pour ceux qui sont là pour les rendez-vous d'affaires. Et merci à toutes et tous pour la confiance que vous nous avez accordée. Donc, vous avez été plus de 3200 cette année à participer à un moment ou à un autre. Plus de 117 speakers. C'est le chiffre qu'on vient de me passer, dont vous 5 que je remercie encore une fois. Voilà, et rendez-vous à l'année prochaine. Et puis, d'ici là, guettez nos réseaux sociaux, nos messages, parce qu'il y aura d'autres occasions de travailler à promouvoir l'excellence de la Green Tech française et du jugement incroyable qu'elle représente aussi bien pour de l'emploi, de la croissance, mais également pour des gains environnementaux. Donc, merci à toutes et à tous et à très bientôt. Merci, au revoir.